Alors, je voudrais là, et donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un instrument flexible et des outils adaptés. Et pour moi, l'outil adapté de référence, c'est l'appareil de Goldman. L'un des intérêts majeurs, c'est de pouvoir avoir une interaction avec le patient. Par contre, il y a quand même un certain nombre de limites au Goldman, en particulier pour ce qui concerne le recueil de la réponse et aussi peut-être pour le positionnement de l'opérateur par rapport au patient ou éventuellement les parents. Donc c'est des points que je voudrais détailler et voir comment, avec les techniques d'aujourd'hui, on peut y répondre. Premier point, c'est utiliser des tests adaptés, interagir avec le patient. Donc là, pratiquement, le Goldman est déjà tout à fait optimum, puisqu'il permet de sélectionner les tests que l'on souhaite en luminance, en taille, et également de présenter, déplacer les stimuli de la façon optimale. Et ça, on l'a reproduit sur le Monde CV1 grâce à une interface qui permet de sélectionner taille et luminance, ainsi que grâce au contrôle en temps réel des déplacements du stimulus directement à la souris et la présentation directement par un clic sur le bouton de la souris. Ça, on peut faire comme le Goldman. Maintenant, le Goldman lui-même a des limites. Recueillir la réponse, ça n'est pas évident quand on a affaire à des jeunes enfants. Premier problème, c'est que les enfants en très bas âge, il est difficile de les tester de façon monoculaire, donc généralement les premiers examens se font en binoculaire. Il faut donc qu'on ait un champ de surveillance de ce que fait l'enfant qui couvre, si possible, les deux yeux. D'autre part, les enfants ont des mouvements de tête importants et donc il faut un champ de caméra important pour faire des examens chez l'enfant. Comment positionner l'opérateur par rapport au patient? J'ai eu de longues discussions, en particulier avec Xavier Zanlonghi, qui m'a dit oui, oui, il faut être de l'autre côté de l'appareil, comme sur le Goldman. Bon, je me suis demandé pourquoi. Est-ce que c'est si important d'être de l'autre côté? Bon, avec un ordinateur, on peut se mettre du côté qu'on veut. Mais l'intérêt quand même de se mettre à côté, eh bien, c'est éventuellement de montrer aux accompagnants de l'enfant ce que l'enfant fait, peut être utile pour expliquer un certain nombre de choses aux parents. C'est aussi éventuellement permettre à l'orthoptiste de réaliser l'examen directement en ayant l'enfant sur les genoux et donc de surveiller en même temps ce qu'il fait grâce à la vidéo placée sur l'écran avoisinant. La question suivante, c'est comment valider les résultats de ces examens. On a bénéficié d'un contrat européen avec un laboratoire allemand qui est le Heinrich Hertz Institute. C'est un projet très en amont où on voulait faire des tests d'acuité en combinant eye tracker et des systèmes d'autostéréoscopie. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais où évaluer nos résultats, on s'est rendu compte qu'il fallait documenter les choses. Et ça nous a amené à développer une technologie d'enregistrement vidéo simultané avec l'examen, de façon à pouvoir revoir nos résultats et les évaluer de façon plus détaillée. Et en fait, cette technologie qu'on avait mis au point dans un contexte de recherche, on en a trouvé tout à fait l'application chez l'enfant, parce que ça nous permet, à l'issue d'un examen, de revisualiser tous les résultats recueillis. Et donc là, vous voyez, on enregistre tous les événements, en particulier les déplacements du stimulus. Donc là, le stimulus est présenté au centre, puis il est présenté en périphérie, représenté au centre, présenté en périphérie. Oui, là, c'est une présentation aléatoire, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et donc, comme tout est enregistré et tout peut être restitué en temps réel avec la vidéo, c'est un moyen extrêmement efficace pour vérifier les réponses de l'enfant. Vous allez me dire, les ophtalmologistes n'ont pas le temps, les orthoptistes pas beaucoup plus, et donc cette méthode prend trop de temps, c'est pas possible de revisualiser tout. En fait, il y a aussi, au niveau de la revisualisation des résultats, il y a deux modes. Il y a un mode qui se comporte comme un magnétoscope classique, où vous allez pouvoir jouer le film éventuellement un peu plus rapidement, ou revenir en arrière, mais vous avez aussi un mode 2, rapide. Et ce mode 2 vous permet de passer directement d'une stimulation à l'autre et de voir pour chacune des présentations et des réponses qui ont été enregistrées ce que l'enfant a fait à ce moment-là.
Et donc ça vous permet, en l'espace peut-être de 20 ou 30 secondes, de revisualiser un examen complet. Plus récemment, nous avons introduit la possibilité d'enregistrer les mouvements oculaires simultanément à la réalisation de l'examen. Ça, c'est maintenant possible parce que les ordinateurs deviennent suffisamment puissants pour gérer toutes les tâches qui sont nécessaires pour réaliser cela, c'est-à-dire contrôler la réalisation de l'examen, mais aussi récupérer l'image vidéo de l'œil, analyser cette image, extraire de l'image le reflet cornéen et la pupille. À partir de là, calculer en temps réel toujours la direction du regard, la taille de la pupille et les clignements. Donc toutes ces informations, on peut les restituer à l'issue de l'examen sous forme de ce schéma qui vous donne à la fois ce qu'on appelle le BCEA, les gens qui sont dans le domaine de la périmétrie du fond d'œil doivent connaître. Donc là, ça veut dire que le patient, pendant l'examen, a eu une fixation sur une surface de 4,4 degrés. On a aussi en même temps des informations sur la taille de la pupille et sur ses fluctuations, des informations sur la déviation du regard et des informations sur la fréquence du clignement. Donc toute une série d'indices qui peuvent servir à évaluer la qualité de l'examen et schématiser dans ce simple graphe. Et donc là, vous voyez des exemples. Sur le côté gauche, un patient très coopérant, à la fois une surface de fixation inférieure à 3 degrés, donc c'est excellent. Des clignements, c'est moins de 10%. Et ici, en intermédiaire, eh bien, un patient qui a eu des fluctuations de fixation relativement importantes, on a 28 degrés carrés. Le troisième exemple, c'est un exemple avec une déviation de la fixation, probablement liée à la présence d'un scrotum central. Et le troisième exemple, eh bien, c'est un patient avec un nystagmus. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible de relire le tracé des mouvements oculaires en cours d'examen. Et donc, on a cerise sur le gâteau. On a fait 2 examens en un seul, le champ visuel et l'enregistrement des mouvements oculaires. Voilà, ceci était une présentation rapide de toutes ces technologies. L'examen de l'enfant reste un examen difficile, mais j'espère que ces outils que l'on a développés pourront être utiles.